Bien, on commence tout de suite avec la conférence de Madame Blanca. Merci. Je vais repartir de la question posée par Claudia le premier jour, qui est en fait une question que j'ai découverte en arrivant. Je n'avais pas saisi tout à fait, avant d'arriver là, les enjeux du colloque. Et donc, vue par moi, cette question est celle des communautés qui peuvent s'approprier Internet et devenir ainsi des communautés de savoir, ou au contraire, être dépossédées de ce savoir. C'est la seule question intéressante, nous disait Claudia le premier jour. Posée à partir des langues, ce terme de communauté me paraît assez clair quand il s'agit de décideurs comme l'UNESCO ou comme l'Union latine qui disent qu'ils souhaitent outiller des peuples, outiller des ethnies, outiller des détenteurs de langue. Mais de quoi s'agit-il quand c'est l'AD qui se pose cette question, qui se penche sur cette question? Comment pouvons-nous donner une consistance théorique au collectif que nous souhaitons observer? Comment pouvons-nous transformer une question qui me paraît claire quand on la pose en termes de programme politique en programme de travail permettant de découper des objets de recherche? Alors, il me semble que c'est la question la plus centrale pour nous dans ce colloque, et malheureusement, je ne suis pas en mesure de lui apporter une réponse. Je voudrais juste qu'on la garde comme fil directeur des discussions du dernier jour. Ce que je dirais simplement, c'est que je ne sais pas travailler autrement qu'en découpant de tout petits segments dans ce vaste problème, petits segments qui permettent de voir, pour mon objet à moi, non pas ce qu'est une communauté de savoir, mais comment des acteurs sociaux, pris dans des situations empiriques observables, se débrouillent avec l'informatique et avec les langues dans lesquelles on fait de l'informatique. Vous voyez, je renonce à la question dans son ambition en disant, moi, ce que je sais faire, c'est découper dans la réalité sociale des observables et, par exemple, celui dont je vais vous parler. Donc, le problème à ce moment-là, pour moi, dans quelques dizaines de minutes d'en parler, va être comment ces gens vont déplacer éventuellement les frontières entre les langues, y compris pour une langue comme le français, où ces frontières semblent le plus assurées. Quand on prend français et anglais, vraiment, bien que Sylvain Auroux apparemment ait parlé de langue en danger, peut-être pas dans sa conférence, mais en tout cas hors conférence, et je suis assez d'accord avec lui. Pour l'instant, en 2005, on ne parlerait pas d'une langue qui a perdu ses frontières. Et pourtant, quand on va observer des situations locales, eh bien, on s'aperçoit que se jouent de façon microscopique des problèmes de déplacement de frontières entre français et anglais. Et c'est ça l'objet que je me propose de regarder avec vous. Le problème est donc pris par l'autre bout, non pas quelle communauté observer, mais quel répertoire, vous voyez, convient pour parler d'informatique dans des situations concrètes que l'on peut observer. Au lieu de communauté, je m'intéresserai donc à quel répertoire pour des acteurs sociaux pris dans un certain type d'activité. Alors, pour moi, c'est aussi l'occasion de reposer peut-être un problème récurrent, c'est un vrai serpent de mer, qui est le problème du point de vue de l'analyse du discours et du point de vue de la sociolinguistique. Comment
ces deux points de vue peuvent se croiser ou s'ignorer, puisque la question que je me pose est typiquement une question traditionnelle en sociolinguistique. Je retiendrai ici l'idée que le point de vue sociolinguistique est intéressant parce qu'il concerne les pratiques effectives, les pratiques quotidiennes et d'une certaine façon, je pense qu'en faisant cela, je prolonge un article de Françoise Gadet et de Francine Mazière qui est paru dans le numéro 81 de la revue Langage, donc article déjà ancien. Cet article s'intitulait « Effet de parole orale ». Et mes deux collègues se proposaient de réfléchir sur ce que la prise en compte de l'oral modifiait dans les approches de l'analyse de discours. Il s'agissait de comprendre ce que change le fait de mettre au centre de la réflexion une nouvelle sorte de matériau. Alors, ce n'était pas du tout le propos de leur article de se situer par rapport aux analyses de conversation, et c'est pourtant ce que je vais faire. Ceci dit, si vous relisez cet article, je vous invite à le faire, vous verrez apparaître par exemple le nom de Widmer et le nom de Sachs, qui sont évidemment des références en analyse de la conversation, au détour d'une note ou au détour d'une référence. Dans cet article, en fait, mes collègues se situaient pour l'essentiel à partir des travaux des syntacticiens, à partir des travaux de Claire-Blanche Benveniste, et elle s'intéressait à la façon dont l'oral pouvait faire discours. C'est une formulation que je reprends. Et ceci dit, je pense qu'elles ouvraient par cet article la voie entre un dialogue, entre analyse du discours et analyse de l'activité du langage. J'insiste, d'ailleurs, ça recoupe à nouveau le terme de processus que Claudia a évoqué. Donc pour moi, il s'agira de comprendre ce que change le fait de mettre au centre de la réflexion le rapport à la technologie, à l'action, à un modèle d'AD qui s'est développé au départ à propos des discours institutionnels écrits, discours centralisés, rationalisés et autonomisés par rapport à l'usage du langage en situation. Un discours qui émanait d'élites politiques, d'élites syndicales, d'élites administratives, mais ce qui m'importe le plus, c'est cette idée que la première AD a traité de discours, encore une fois, autonomisé par rapport à l'usage du langage en situation. Et donc, revenons à ce qui se passe en situation. Pour autant, si l'on s'intéresse aux méthodes issues du domaine de la sociolinguistique, domaine vaste, domaine disparate, ici c'est le versant de l'analyse conversationnelle qui m'intéresse, on risque de se perdre dans une espèce d'atomisme minuscule. On en reste trop souvent, je crois, à un niveau local. Et on ne sait plus comment récupérer les enjeux qui étaient ceux de l'analyse du discours. Alors, cette sortie du local, je voudrais dire qu'elle passe justement par le fait d'articuler des pratiques verbales observées qui relèvent d'un français familier, je vais traiter, et les rapports de force entre les langues, ici le français et l'anglais. Voilà un peu comment je voudrais cadrer donc les enjeux que je ne tiendrai sans doute pas de ce que je vais vous présenter. Alors, le matériau, je vais dire neutre parce que ce matériau est commun à Katia Morim et à moi. Notre matériau n'est pas constitué des textes qui circulent sur le web. Nous ne parlons pas de courrier électronique, de sites, de chat, etc. Nous nous intéressons à ce qui se passe en amont
lorsque les utilisateurs potentiels cherchent à apprivoiser la technologie informatique. Nous travaillons sur des dialogues qui mettent en jeu des locuteurs peu experts et souvent même complètement débutants dans le domaine de l'informatique de bureau. Et ces locuteurs s'adressent à des locuteurs plus compétents et leur demandent leur aide pour apprendre à se servir de programmes. Les situations observées, les deux partenaires sont assis devant l'ordinateur et manient ensemble des programmes. Dans les corpus que j'analyse, ces deux locuteurs entretiennent presque tous des relations familières. Il s'agit d'aller demander à une amie, un copain, alors comment faire pour? Et Katia Morim, elle, va présenter plutôt des corpus en situation d'apprentissage universitaire. Nous avons, après d'autres, émis l'hypothèse d'une certaine stabilité des faits linguistiques observables dans ce genre de situation, stabilité qui dépend bien sûr et d'abord des contraintes technologiques, c'est-à-dire la coprésence des locuteurs devant l'ordinateur, ce qui fait que l'activité de langage est coordonnée à une activité non discursive. C'est bien ce problème de coordination, action, je bouge la souris et parole qui va nous intéresser. Ça dépend donc bien sûr, et ça en découle du coup du type de discours observé, enfin ça en découle, non, ça pourrait en être autrement, mais ça découle aussi du type de discours observé. C'est des discours procéduraux, hein. L'objectif est de faire avec l'ordinateur, donc une activité langagière très étroite. Et puis, ça dépend aussi en partie des propriétés de la langue française. Sur un point de détail, j'en parlerai. Donc, il ne s'agit pas, pour nous, comme le font les ethnométhodologues, de nous centrer sur la façon dont s'enchaînent des tours de parole. Ce qui concerne donc la question de la production verbale. Ni du tout de nous pencher sur des stratégies d'acteurs, en particulier sur la façon dont ils peuvent, je ne sais pas moi, asseoir leur autorité. Hein, problème classique dans la linguistique interactionnelle, comment on peut transformer des situations de parole en montrant qu'on est l'expert et que l'autre n'est pas compétent, ou au contraire en montrant que on est certes en situation de demande, mais que quand même on se défend et que on a une certaine place discursive à maintenir. Donc c'est pas exactement cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse comme justement un point, tout petit observatoire, permettant d'articuler la situation locale et ce thème des conflits de langue globale, c'est la présence plus ou moins insistante de l'emprunt à l'anglais et les causes de son apparition au fil du discours. En quoi éventuellement un imaginaire des langues intervient, mais en quoi plus certainement le rapport intervient, donc le rapport entre des façons de parler et justement ces contraintes technologiques de l'objet que j'évoquais et que Katia va développer sans doute davantage encore. Les locuteurs, vous allez voir, s'expriment presque entièrement en situation, enfin en français ordinaire, mais ils vont prendre en compte des mots écrits en anglais qui s'affichent à l'écran et qui vont donc être cités dans le discours. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est un des lieux très importants, le rapport entre oral et écrit qui découle même de l'objet technologique, des logiciels qui circulent, etc. Alors, dernier point, vous voyez que je recoupe très largement, nous recoupons très largement des problèmes liés à la terminologie, à l'emprunt, au calque. Ces travaux ont longtemps consisté à dépouiller des documents pour établir des listes par champs lexicaux
Et dans les meilleurs de ses travaux, on précise la fréquence de chaque emprunt, on précise les changements d'acception, on s'intéresse aux variantes graphiques, etc. Pour évaluer donc l'intégration de l'unité qu'on regarde dans le système de la langue d'accueil, ici, les mots sont envisagés dans leur contexte d'apparition. Mais, encore une fois, je sais très bien que ce n'est pas une originalité folle. Hein. Il y a depuis quelques années pas mal de travaux qui se développent. On pourrait citer les travaux du CEDISCOR, et il y a ici des représentants du CEDISCOR. Je voudrais citer aussi les travaux de ma collègue Leïla Messaoudi sur les technolectes au Maroc, qui s'intéresse justement à l'apparition des mots en situation, et on pourrait bien sûr en citer d'autres. Bon, dans un premier temps, puisque je vous ai parlé de triple système de contraintes, j'évoquerai le lien du discours à l'action devant l'ordinateur, et puis je me focaliserai sur l'écran et les inscriptions qui y apparaissent. Alors, le lien du discours à l'action, je ne vais pas regarder ma montre. Donc, encore une fois, les discours que l'on envisage sont des discours qui visent un apprentissage purement empirique, un apprentissage de savoir-faire, des maniements de programmes informatiques. Ce qui veut dire à la fois que le discours est orienté vers l'action et aussi qu'il est la médiation nécessaire vers l'action pour celui qui apprend. Et la personne compétente, Katia l'appelle l'expert d'habitude, il gêne un peu parce que très souvent c'est des expertises un peu fragiles, des gens qui savent juste un peu mieux se débrouiller. Hein. La personne la plus compétente remplit une double tâche, elle agit, elle montre comment faire avec l'ordinateur et elle parle de ce qu'elle fait à l'intention de son partenaire. Il agit donc, cet expert, devant l'apprenant, de façon à montrer en faisant, et le plus souvent, il n'a pas besoin de parler. Il y a de longs moments de silence dans ces interactions. Vous avez un premier exemple, l'exemple 1, qui est un exemple de cette interaction, action, silence. Il y a des exemples. Les exempliers qui traînent. Donc, pour vous, ce qui est bon de savoir, n'est-ce pas, c'est que les 3 barres obliques signalent de longs moments de pause, hein, et vous avez entrecroché ce qui s'affiche à l'écran, remplissez ce formulaire. Donc, vous voyez dans cet exemple, voilà, donc normalement tu dois remplir tout ça, grand silence, à l'écran apparaît, remplissez ce formulaire. Je regarde après si tu peux choisir une adresse, parce que sinon quand tu vas envoyer un mail ou autre, c'est ton vrai nom qui apparaît. Donc celui-ci, il faut le changer. Tu veux mettre ton prénom ou pas? Non. Et voilà que S, l'expert, donc il y a à nouveau un grand moment de pause, tout simplement parce qu'il commence à remplir le formulaire et écrit, vous avez à droite l'indication, France est en train d'être écrit. D'accord, vas-y, je ne sais pas ce que tu veux faire, dit S, grand moment de silence, et elle lit ce qui est affiché à l'écran, nom de pays, pays France, région, grand moment de silence, et pendant ce temps-là, elle écrit Ardèche, tu m'as mis l'Ardèche. Donc vous voyez, c'est typiquement ce genre de situation où il faut articuler oral, écrit, action, parole. Et la plupart du temps, donc, l'expert, pendant qu'il travaille, n'est pas du tout obligé de commenter, voilà, je suis en train d'écrire. Cependant, évidemment, il lui arrive d'expliquer parallèlement à son interlocuteur ce qu'il est en train de faire,
et en essayant de s'adapter au savoir de ce dernier. Et à ce moment-là, le langage va l'amener à développer une représentation des processus en jeu dans l'action. Et en particulier, ça lui sert à focaliser l'attention du partenaire sur la tâche en cours. De ce point de vue, on remarque que très souvent, les gestes s'accompagnent d'une dénomination de l'action en train d'être accomplie ou qui va être accomplie. Dans l'extrait 2, que j'ai appelé un coupé-collé, vous avez justement une formulation en discours qui est la demande de C. C dit « Mon gros problème, c'est d'arriver à mettre entretien à la suite de débat ». En fait, C connaît mal le logiciel Word et est en train de finir un travail universitaire. Elle a travaillé avec 2 fichiers, puis il s'agit simplement de copier, de paginer les choses. Comme elle ne sait pas plus d'ailleurs paginer, elle va essayer de demander comment mettre ça bout à bout. Donc elle le formule, vous voyez, c'est d'arriver à mettre entretien à la suite de débat sous forme d'énoncé. Et à ce moment-là, à la fois focalise l'attention, puis propose une dénomination qui est la dénomination, si vous voulez, normalisée, en usage du moins. Ce travail consiste à faire un coupé-collé. C'est ce que vous avez comme reprise. Le plus simple pour ça, c'est de faire un copier-coller, pardon, pas coupé-coller, mais copier-coller. Donc c'est entretien à la suite de débat ou l'inverse, et tout le reste consiste ensuite à voir comment concrètement régler le problème, et puis c'est souligné, repris. Donc le plus simple, c'est de faire un copier-coller. Voilà. Donc on peut s'intéresser, parce que la normalisation des procédures passe évidemment beaucoup par là, à ces moments où une demande est reformulée. Ces demandes sont reformulées sous forme de la nomenclature des actes que nous devons accomplir pour travailler avec ce logiciel. Le langage sert aussi à localiser les objets dont il est question. C'est l'exemple 3, 2 exemples. Pour ouvrir les 2 fichiers en même temps, tu vas sur ta disquette, ou ce que tu peux faire, c'est tu vas dans le menu tout en haut, dans Word, dans le menu fenêtre, ça s'appelle, et il y a énormément d'énoncés qui portent sur la localisation sur l'écran en particulier, mais pas seulement, des objets dont on parle en informatique. Et enfin, le langage sert à découper les différentes étapes de l'action, à en proposer en même temps donc une planification. Et ça, c'est très important dans ces séquences d'apprentissage. Agir, c'est une chose. Doubler l'action par d'abord, ensuite, en troisième, nous allons faire ça. C'est tout à fait autre chose. On propose donc une représentation du déroulement de la tâche. Et c'est ce que vous avez dans mon exemple simple. Tu commences par cliquer dans le logiciel Access, après tu arrives, donc tu peux créer une table. J'aurais pu en prendre des dizaines. Dans toutes ces petites séquences, vous avez une espèce de représentation verbale nettement déroulée en étapes. Donc, avec tout ce que ça implique, une structure chronologique forte. D'abord, après, tu commences, tu continues, premièrement, deuxièmement, vous avez toutes les variantes. Une forte importance aussi des formes verbales et la présence d'injonctions liées à ce découpage en étapes. Alors, d'ailleurs, étape est le nom utilisé par des petits guides qui circulent, collection d'aide à l'apprentissage que j'ai trouvée sur le net et qui s'appelle Guide étape par étape. Bon, et puis bien sûr, le langage sert à réguler l'activité des séquences d'apprentissage. Je vous
n'ai pas mis des exemples, mais évidemment, tout au long de ces échanges, vous avez des jusque-là ça va, enfin toutes ces séquences que connaissent bien les didacticiens, puisque ça sert à réguler l'interaction entre celui qui sait et celui qui sait. Au cours de ces tâches, donc, on va voir apparaître un certain nombre d'emprunts. Alors, vous avez des emprunts qui nous renvoient à la rapidité avec laquelle des objets nouveaux se créent tous les jours sur Internet et à l'espèce de course que se livrent sans arrêt les utilisateurs pour s'approprier ces objets. Bon, alors j'ai oublié de vous mettre cet exemple qui est un exemple où on discute d'un site et l'apprenant est en train de se voir enseigner ce que sont les cookies. Et on lui explique, les cookies, tu peux choisir la tolérance ou pas. Les cookies, dit l'apprenant, c'est les pubs. Non, les pubs, c'est pas des cookies, c'est des pop-up. Oui, c'est pas pareil, etc. Donc vous voyez, il y a cette espèce d'impression à la fois que le vocabulaire, on sait vaguement parce qu'on se sert de l'ordinateur, mais on est toujours un peu en retard d'une guerre, et donc évidemment, il faut se mettre en règle avec les noms qui circulent. Alors, il y a beaucoup de noms comme ça, d'objets nouveaux qui circulent sur Internet, mais il y a surtout, cet exemple-là c'est le 6, je vous l'ai mis, il y a surtout des mots racines. Et ceci, ça nous renvoie à un problème du français qui le met en situation certainement de faiblesse par rapport à l'anglais. Alors là, vous avez l'exemple de patcher. Bon, ils essayent de pirater un jeu, en fait, et j'ai dit, après il faut le craquer, elle qui sait installer le jeu, oui, mais après c'est pas un problème de le craquer, c'est juste un logiciel qu'il faut lancer, mettre dans le fichier, il va patcher, ensuite, quoi, voilà. Et vous voyez, patcher, craquer, vous avez donc dans le vocabulaire courant, celui-ci n'est pas du tout lié à l'ordinateur et à l'écran de l'ordinateur, c'est un vocabulaire qui est maintenant du vocabulaire incorporé au français et qui circule chez tous les utilisateurs. Ce sont la plupart du temps, au fond, c'est le triomphe des mots racines. Patch, clic, double-clic, par exemple, et crack, ce sont d'autant plus facilement implantés qu'on peut passer de un patch à patcher, de un clic à cliquer, un double-clic à double-cliquer, etc. Et donc on les retrouve sans arrêt dans ces conversations, tantôt sous leur forme verbale, tantôt sous leur forme nominale. Ce n'est pas du tout évident de trouver un équivalent aussi commode à patch. Quand on va regarder les propositions, eh bien, on trouve amender, corriger, adapter le programme, c'est les définitions, un amendement tombé sur des juridiques, correction absolument, enfin beaucoup trop large. Donc vous voyez, on n'a pas cette disponibilité qui nous permet de passer du substantif au verbe actuellement. Donc il faudrait du coup une volonté politique très forte pour ne pas adopter cette forme à tout faire qui soit commode. Et évidemment, cette volonté politique sur le plan législatif, Macron, nos terminologues l'ont, ils nous fabriquent du vocabulaire, mais dès qu'on s'en va regarder les usages et le répertoire des locuteurs, eh bien, on se rend compte que les locuteurs ne veulent pas de ces solutions. Et
ce n'est pas, je dirais, la langue qui est en cause, ce sont les locuteurs de la langue. La politique linguistique ne peut pas ignorer ce que font, ce que veulent les locuteurs. Ce que je veux dire sur un plan plus général, c'est qu'une langue ne recule pas seulement parce qu'une autre langue la domine, elle recule parce que les citoyens acceptent ou pas d'adopter ces termes qui circulent. Ou pour le dire autrement, la guerre des langues, pour reprendre la métaphore de Calvé, qui a eu tant de succès, la guerre des langues est une métaphore très commode, mais ce sont les gens qui font la guerre. Donc il faut aller regarder comment les locuteurs se comportent, par exemple, face à cette espèce de commodité de ressources qu'offre l'autre. Alors en revanche, ça sera mon dernier point, en revanche, je n'en parlerai pas très longtemps puisque je pense que Katia Morin va en parler peut-être davantage. Il y a un point sur lequel on peut penser que l'environnement technologique joue un rôle important et où effectivement les pouvoirs publics ont peut-être une possibilité d'action. J'ai tout à fait oublié de vous photocopier ma deuxième page, mais je vais simplement vous lire un exemple. J'ai dit donc que l'écran comme espace circonscrit, placé sous l'œil de deux sujets en train d'interagir, impose un mode de référenciation aux usagers. Et donc, dans l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nombreux mots sont tout simplement représentés par des indexicaux. On va entendre, il y a un signe qui ressemble à ça. Et puis, le locuteur va montrer du doigt sur l'écran. Ou il va vous dire, tu mets juste en dessous les choses, hein, en renvoyant sans arrêt à l'espace de l'écran. Donc là, vous n'avez pas évidemment le problème d'emprunt, vous avez des ressources qui ne sont pas de la terminologie. Mais dans ce cadre de faisons référence à l'écran, apparaissent des constructions qui combinent le verbe faire et la lecture des onglets. Et c'est très fréquent, alors j'en ai un exemple. On fait quoi? Vous faites setup. Oui, faites setup. Setup, oui, et après il faudra mettre le crack, etc. Donc vous faites setup, vous voyez, c'est directement les menus déroulants de l'ordinateur que le locuteur expert est en train de lire, indiquant ainsi à l'autre comment se repérer. Donc là, vous avez une zone de contact entre langues qui donne lieu à une construction massivement utilisée maintenant en français. Vous faites setup, vous faites supprime, vous faites... qui est évidemment une source de nombreux emprunts à l'anglais, puisque les logiciels ne sont pas systématiquement adaptés au français. Et là, on retombe sur la politique économique, la circulation des objets et le volontarisme ou pas des élites politiques. Voilà, c'est les quelques réflexions que